Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Avant de commencer ce nouveau podcast, je voudrais porter à votre attention que jusqu'au 20 février, vous pouvez profiter de la promotion du pack Se traiter en première classe. Dans ce pack, qu'est-ce qui se trouve ? La formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, dont la valeur est de 147 €. Et vous avez également 4 rendez-vous téléphoniques de 50 minutes avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi. En principe, ça vaut 200, la valeur est de 236 €. Et là, vous avez votre formation numérique, vos 4 rendez-vous téléphoniques avec 4 rendez-vous audio avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi à 279 € au lieu de 383 €. Et cette offre est valable jusqu'au 17 février. Je vous mets le lien en légende, en barre d'infos, etc. Et si vous souhaitez accéder à ce pack en paiement en plusieurs fois, c'est possible. Il vous suffit de contacter notre assistante Julie sur WhatsApp par écrit au 07 81 11 64 11 et elle vous ajoutera ça tout facilement. Je vous laisse pour ce nouveau podcast, le podcast numéro 31 qui s'intitule « Comment arrêter de culpabiliser ». J'aurais pu culpabiliser, mais ça n'a pas été le cas. Hier, je me suis retrouvée enfermée devant ma voiture sur le parking du centre commercial alors qu'il faisait plus de 30 degrés et que je devais aller chercher mon fils à l'école dans les 10 minutes qui suivaient. Je venais de passer une super matinée à prendre un petit déjeuner turc sur une terrasse émirati avec une amie saoudienne. On avait eu des échanges hyper passionnants sur ce que c'est vraiment et profondément que d'être une femme au-delà des tenues, des manucures, des brushings et tutti quanti. Et on s'est notamment questionné sur les émotions, les sentiments et les comportements qui nous sont propres et qui font de nous des êtres à part entière. Et il paraît d'ailleurs que les femmes ont tendance à davantage culpabiliser que les hommes. Il était environ 13h03. J'arrive devant ma voiture, garée à 100 mètres environ de la porte d'entrée du mall, donc du centre commercial. J'appuie sur la clé et rien ne se passe. J'écris à mon mari et je commence par incriminer la pile de la clé parce qu'il arrive souvent qu'elle refuse de m'obéir en fait. Il paraît que je suis électrostatique ou je sais pas trop quoi. Ceci étant, je finis par réussir à bidouiller pour ouvrir la porte du coffre. Alors la clé refusait d'ouvrir la porte côté conducteur, mais à un moment donné, dans les 10 000 fois où j'ai appuyé sur le bouton de la clé, le coffre s'est ouvert. Et du coup, j'ai réussi à m'introduire tant bien que mal sur le siège conducteur pour essayer d'analyser un petit peu la situation. Après avoir constaté que rien ne se passait avec la clé près du contact, je comprends que la batterie s'est déchargée. Et je constate aussi que je n'avais pas tourné le bouton du contact complètement à gauche, de sorte de, si je puis dire comme ça, couper l'électricité dans la voiture. Et franchement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc je suis à 100% coupable de cet écueil. Et là, j'avais 2 options qui s'offraient à moi. Est-ce que je vais m'auto-flageller et m'acculer d'être vraiment trop nouille ? Ou est-ce que je vais faire preuve de bienveillance à mon égard et comprendre que oui, j'ai tout un tas de raisons que je vais vous évoquer plus tard dans le mail de commettre un oubli pour pouvoir passer à l'action et régler la situation. Alors j'écris du coup tout de suite à l'école de mon fils pour prévenir que je vais avoir du retard. Puis je passe un coup de fil à mon ami avec qui je venais de passer la matinée
dont la fille est justement dans la même classe que mon fils. Donc, super sympa, elle me propose de suite que son mari récupère mon fils à l'école et qu'il n'y a pas de problème, il peut passer l'après-midi chez eux, manger, etc., etc. Et du coup, je lui ai aussi demandé si elle pouvait contacter l'école et leur expliquer en arabe ce qui était en train de se passer, parce que j'avais expliqué en anglais, c'est une école on va dire 75% arabophone. Mais voilà, je voulais être sûre qu'il y ait quelqu'un qui explique en arabe la situation pour que ce soit bien compris et que on explique aussi à mon fils l'imprévu, parce que lui s'attendait à ce que ce soit moi qui le récupère. Et pendant ce temps-là, mon mari organisait le dépannage de la voiture via WhatsApp. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est la deuxième fois que je tombe en panne avec la voiture en 2 semaines. Je sors à peine, et je pense que ça s'entend un petit peu, de ce qui était entre un rhume et un Covid. Au début, ça ressemblait à un rhume. Et puis finalement, vu que j'ai craché mes poumons, c'était plutôt un Covid. Et pour ne rien enlever au charme de la situation, je suis enceinte de 9 mois, prête à rouler boulet sur 20 mètres si le vent décide de me pousser un peu trop fort. Donc je vous laisse imaginer. Là, vous revisualisez la situation, de l'effort en fait que ça a été pour moi, de passer par le coffre de la voiture qui est assez haute parce que c'est un 4x4, d'escalader les 2 rangées de sièges parce qu'il y a 8 places, pour arriver jusqu'à la place du volant avec mon ventre, dans une voiture qui était restée 4 heures en plein cagnard. Donc Dieu merci, je n'ai pas perdu les os dans les nombreux allers et retours que j'ai fait entre la voiture, parce que qui dit grossesse dit besoin d'aller régulièrement aux toilettes. Donc j'ai fait je ne sais combien d'allers-retours entre la voiture et le grand centre commercial, jusqu'à ce qu'il y ait un ami de mon mari qui vienne avec un boîtier high-tech. Je ne connaissais pas l'existence de ce boîtier-là, pour relancer la batterie justement à partir d'une batterie, de relancer la batterie de la voiture. À la sortie, il est venu après son boulot vers 15h et franchement que Dieu le récompense. Alors d'ailleurs avant lui, il y avait la police qui avait gentiment tenté de me dépanner avec les bons vieux câbles, mais ça n'avait pas fonctionné. Et la semaine passée, pour ce qui est de la semaine passée, bon alors là pour le coup, à ma défense, j'étais vraiment pour rien. L'alternateur m'a lâché en revenant de Dubaï. J'ai eu juste le temps de déposer, entre guillemets, la voiture sur le parking de la grande mosquée de Ras Al Khaimah. J'ai fait coordonner le dépannage de la voiture au garage et j'ai laissé la clé dans la voiture et je suis rentrée tranquillement en taxi avec mon fils que j'avais récupéré de justesse à l'école juste avant. Quand on rencontre des situations comme ça qui sont, on va dire, challenging, défiantes, pas évidentes, voire même perçues comme difficiles, on peut avoir tendance à se laisser submerger par les émotions, sans pouvoir prendre les décisions qui vont nous permettre de patienter, mais de manière proactive en fait et efficace. Et j'ai remarqué que souvent, la culpabilité, c'est une responsable, si je puis dire, qui m'est fréquemment évoquée par les femmes que j'accompagne. Aussi, j'ai décidé de consacrer ce podcast à ce sujet afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mécanisme et comment le gérer. Bienvenue dans ce 31e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va se pencher sur ce qu'est vraiment la culpabilité, mais également sur les autres ressentis et émotions qui sont souvent confondus avec elle et qui du coup qui empêchent le fait de la traiter correctement, si je puis dire ça comme ça. Je voudrais vraiment apporter de la clarté sur ce terme pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, comme je dis toujours, qui vous permettront d'avoir les bonnes réponses, et là en l'occurrence de stopper la culpabilité pour la remplacer par un positionnement en fait de responsabilisation proactive et in fine épanouissante. Parce que comme je disais à mon mari hier, bien que j'ai passé une journée quand même un petit peu avec des galères, quand je suis rentrée, j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir passé une bonne journée, ce qui est totalement étrange. Donc déjà, ce que je voulais dire, c'est que en psychologie, je voulais clarifier que en psychologie, qu'est-ce qu'on appelle la culpabilité? Donc la culpabilité en psychologie, c'est un sentiment de responsabilité personnelle, d'accord? Donc là, c'est responsabilité au sens de culpabilité, qui est assortie d'une forme de détresse éprouvée envers autrui. Donc c'est une définition qui vient de Baumeister et
et ses collaborateurs qui a été écrite en 1994 et Ortoni et ses collaborateurs qui date de 1988. Et souvent la personne qui éprouve de la culpabilité, eh bien tout simplement, si je puis dire, elle se sent mal parce qu'elle estime qu'elle a fait du tort à une autre personne en fait. Il y a cette dimension que la culpabilité, elle est relative à un tort qu'on a causé à autrui. Et là, du coup, je vais poser la question et je vais donner la réponse, bien que je sache que j'imagine que tout le monde est au courant, mais si on se pose la question de est-ce que la culpabilité est une émotion? Oui. Et la culpabilité, c'est une émotion qui est dite punitive. Donc ça, c'est une conclusion qui a été tirée par Tangenay et Dering en 2002. Et en ce sens, on a vu que cette émotion, elle implique une évaluation de sa propre personne comme ayant, ce que je vous disais, accompli un comportement qui a blessé ou causé du tort à quelqu'un. D'accord? Donc retenez bien ça parce que c'est important pour la suite. Donc là, à ce stade-là, on peut se poser la question, est-ce que souvent, parce que je l'ai remarqué vraiment extrêmement très fréquemment, souvent est-ce que vraiment on est dans la culpabilité au sens où on pense qu'on a porté un préjudice à quelqu'un, ou est-ce qu'on a fait quelque chose qui nous renvoie une image négative de nous-mêmes pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait? Parce qu'il faut se rappeler que la culpabilité, c'est un ressenti émotionnel qui est très fréquent et qui, comme je vous disais, ça survient quand on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là du remords. On éprouve du remords. On se reproche d'avoir fait une entorse à nos principes moraux. Et là, je vous disais, quand j'ai laissé la clé, pour donner un exemple concret, j'ai laissé la batterie entre guillemets allumée et que ça a déchargé. Je n'ai pas commis une entorse à mes propres valeurs et je n'ai pas causé de préjudice à une tierce personne. Du coup, pourquoi est-ce que j'aurais éprouvé de la culpabilité, d'accord? Autrement dit, quand on est là dans du remords et que comment dirais-je, on ressent du remords parce que on pense qu'on est responsable d'avoir commis une entorse vis-à-vis de nos propres principes et de nos valeurs, là on est plus dans une douleur morale liée à cette conscience d'avoir mal agi. Tandis que quand on fait quelque chose qui est plus relié à l'ego, là on est plus donc du coup à du narcissisme, parce que on voit c'est très trompeur en fait, parce que vous pouvez tomber sur une personne narcissique qui va vous dire je culpabilise tout le temps, j'éprouve beaucoup de culpabilité et tout, puis là vous allez vous dire peut-être plus ou moins consciemment si je suis face à quelqu'un qui culpabilise, je suis pas face à une personne narcissique. Détrompez-vous, parce que souvent les narcissiques emploient ce terme pour décrire en fait un malaise qu'elles traversent parce qu'il y a une image d'elles qui leur est renvoyée qui est insupportable pour elles en fait. D'accord? Donc vous avez la culpabilité, je vous ai donné la définition issue de la psychologie, donc qui est là où la culpabilité, elle se manifeste plutôt par un sentiment de détresse parce qu'on pense qu'on a causé du tort à quelqu'un. D'accord? Le remords, on est dans un sentiment de malaise parce qu'on pense qu'on est responsable d'avoir commis une entorse à nos propres valeurs. Quand on est dans une perspective plutôt narcissique, c'est que on a fait quelque chose, on a dit ou on n'a pas fait ou on n'a pas dit, et ça nous a envoyé une mauvaise image de nous en fait, qu'on ne supporte pas. Et puis il y a aussi le regret. Qu'est-ce que c'est le regret? Le regret, c'est le chagrin, entre guillemets, le repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Et dans le regret, il y a cette impression en fait que c'est irréversible, que c'est la fin et ça peut induire un mindset, un état d'esprit où on est plutôt fataliste. Et ce que je voudrais vous adresser aujourd'hui, entre parenthèses, c'est que en soi, la culpabilité, c'est pas tant le problème, si je peux dire ça comme ça, parce que ne pas ressentir de culpabilité jamais dans sa vie serait notamment un signe de psychopathie, donc c'est quand même un petit peu flippant. Je pense que ce qu'il faut vraiment adresser, c'est dans quel type, si je peux dire ça comme ça, de culpabilité on est. Est-ce qu'on est dans la culpabilité au sens psychologique que je vous ai décrit tout à l'heure? Est-ce qu'on est dans le remords? Est-ce qu'on est dans le regret? Ou est-ce que c'est plutôt, comment dirais-je, une vision narcissique un petit peu qui est mise à mal et du coup, il y a un malaise, entre guillemets, qu'on appelle de la culpabilité. Ça, c'est important de pouvoir le discerner parce que derrière,
ce n'est pas le travail c'est pas le même travail en fait qui va être mis en place pour pouvoir justement arrêter de culpabiliser, je peux dire ça comme ça. Donc bien sûr, quand je vous dis comment arrêter de culpabiliser, le but c'est pas de juste de vous dire ah mais faut arrêter de culpabiliser, c'est de vous adresser en fait derrière comment dirais-je un système d'analyse, des outils d'analyse pour que vous puissiez justement élaborer cette culpabilité. Parce que les émotions, il ne s'agit pas d'arrêter d'avoir des émotions, mais de pouvoir digérer, élaborer ces émotions-là pour pouvoir aller de l'avant efficacement. D'accord ? Donc comme j'ai commencé par vous l'expliquer, déjà il s'agit de distinguer dans quel type, entre guillemets, de culpabilité on est. D'accord ? Et de ce pourquoi on se sent coupable. C'est vrai que, par exemple, si j'avais rien fait pour gérer la situation de mon fils, j'aurais pu me sentir coupable d'avoir laissé à l'école pendant des heures sans prévenir, sans mettre en place quelque chose, etc. Parce que, clairement, là, ça lui aurait pas porté préjudice du tout. Ça lui aurait porté préjudice, pardon. Alors que là, bon, il a été récupéré il est parti jouer chez une de ses copines, il a passé une super après-midi, il était génial, content. Il a subi aucun préjudice de la situation et comme on lui a expliqué les choses, il n'a pas été anxieux ni quoi que ce soit, il n'a pas eu peur, il était super content. Donc voilà, je vous donne un exemple. Mais là, ça n'a pas été le cas parce que, Dieu merci, j'ai fait la part des choses et que j'ai pu mettre en place ce qu'il fallait pour pouvoir gérer la situation. Mais l'idée, c'est toujours, quand on a l'impression qu'on est dans le regret ou dans le remords, etc., d'analyser ce pourquoi on se sent vraiment coupable. Il arrive parfois, c'est une technique de manipulation, si je peux dire ça comme ça, qu'on vous fasse ressentir, par exemple, admettons, vous avez grandi avec un parent narcissique et ce parent-là vous disait mais c'est toi, c'est ta faute, tu m'as mis en colère, j'ai mal à la tête, etc. Donc vous vous sentez à ce moment-là responsable et coupable de l'émotion de votre parent ou de votre conjoint, si c'est malheureusement une technique, si je peux dire ça comme ça, qui a été utilisée à cet escient. On n'est jamais coupable des émotions des autres, en fait. C'est la personne en face de nous qui décide de percevoir la situation de telle sorte qu'elle se mette dans un état de colère, de tristesse, etc. Donc c'est à nuancer. Bien sûr, si vous insultez quelqu'un et qu'elle vous dit ouais ça me rend cette insulte me rend triste ou en colère, là oui vous avez une part de responsabilité bien sûr, mais si vous n'avez fait par exemple que dire une vérité, par exemple je vous donne un exemple tout bête, votre conjoint il vous dit il a abîmé votre voiture et vous lui faites remarquer qu'il a abîmé votre voiture. Et il vous répond mais vraiment tu n'as aucun respect pour moi, comment ça tu me dis que j'ai abîmé ta voiture, c'est vraiment ça me met en colère, tu me mets tout le temps en colère, c'est de ta faute si je suis colérique, etc. Là on est d'accord que la situation elle a été totalement inversée et qu'il n'y a pas de quoi se sentir coupable en fait. C'est pas vous qui avez déclenché la colère de l'autre, c'est lui qui s'est mis en colère pour pas prendre, de sorte qu'il ne prenne pas ses responsabilités. Donc c'est toujours intéressant d'abord d'analyser ce pourquoi on se sent coupable. De manière générale, quand on a une émotion, le but vraiment, le fait d'analyser d'où vient cette émotion, qu'est-ce qui la déclenche, etc. Ça apporte beaucoup. Dans la thématique de la culpabilité de manière générale, un des points phares, c'est vraiment, alors c'est facile à dire comme ça, mais derrière il y a tout un mécanisme qu'on travaille d'ailleurs avec les bootcampeuses du bootcamp MaPsyCampus, le principe du droit à l'erreur en fait, et tout ce que ça implique comme mécanisme psychologique, intellectuel, émotionnel, etc., que de s'accorder le droit à l'erreur. D'accord ? En filigrane, si je puis dire, vraiment l'idée pour pouvoir c'est pas arrêter de culpabiliser, mais de digérer de la meilleure des manières la culpabilité, c'est vraiment d'accepter qu'il faille faire un travail sur soi, sur son état d'esprit, sur son mindset. Je vous disais tout à l'heure, on a deux choix en fait. Soit on accepte d'avoir un mécanisme où on se culpabilise, on s'autoflagelle, on se trouve la pire des crottes, etc. Ou alors on accepte que, comme je vous disais tout à l'heure, dans mon exemple précis, on a le droit à l'erreur. En plus, en l'occurrence, je sors d'un espèce de Covid, rhume, je ne sais pas c'est quoi. Je suis enceinte de 9 mois, avec la fatigue que ça peut mener, etc. et tout. Je pense à d'autres trucs. Voilà, donc du coup, forcément, vous voyez, le fait d'orienter son esprit dans la culpabilité,
dans le fait de s'acculer, en fait, ou en mode « Ok, je cherche à m'expliquer la situation et du coup, je suis en capacité, et c'est mon point suivant, d'adopter une posture responsable. » Quand je vous dis une posture responsable, j'oppose ça au fait de se victimiser / de se culpabiliser, d'accord ? Quand on est dans une culpabilité entre guillemets abusive, ben on a tendance à se victimiser en mode, comment dirais-je, ben tout me tombe sur la tête, voilà. Oh là là, la semaine dernière c'était pareil, j'ai aussi une galère avec ma voiture, ça n'arrive que moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et blablabla. On se victimise, on n'est pas dans l'acceptation, et forcément, ben, on oriente notre cerveau à notre pensée, à être focus là-dessus, donc on n'arrive pas, en fait, on n'est pas en capacité de se dire, ok, la situation c'est ça, quelles sont les conséquences que vont avoir cet acte-là. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ben, la voiture ne démarre pas, conséquence, je ne vais pas être en capacité d'aller chercher mon fils. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir prendre mes responsabilités par rapport à ça, gérer le fait que quelqu'un le récupère à l'école, et derrière de prendre en charge, d'essayer de comprendre ce qui se passe avec la voiture, et de mettre en place des actions pour que le problème soit réglé. Ça, je pense que ça fait partie aussi du fait de s'accepter en tant que personne. Parce que, il peut arriver, même en, comment dirais-je, admettons que par exemple vous ayez un trouble de l'attention. Donc là, là c'était plus contextuel. Je vous ai parlé du fait que oui, j'ai manqué d'attention en oubliant de serrer le bouton du contact de la voiture complètement à gauche. Je n'ai pas à ce jour connu de TDAH, donc de trouble de l'attention, TDA, on va dire tout court. Mais il se peut que vous ayez en fait cette problématique-là. Et que du coup, le fait d'accepter cette problématique-là et de mettre en place, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans le module 2 du bootcamp Ma Psycampus avec les femmes que j'accompagne. Le fait de s'accepter soit en tant que personne, dans son identité, dans son fonctionnement, ça va participer du fait de pouvoir digérer tout le panel émotionnel et en l'occurrence de digérer aussi la culpabilité, de la gérer au mieux. Et je pense qu'il y a aussi il y a un dernier point aussi que je voulais partager avec vous. Dans la thématique justement de la culpabilité, c'est que ce qui nuit énormément au fait de digérer la culpabilité, de l'élaborer, c'est le fait de chercher toujours à vouloir tout contrôler et de ne pas être dans le lâcher-prise. Alors comme je vous dis souvent, quand je vous dis lâcher-prise, je ne vous parle pas de lâcher l'affaire, d'accord ? Lâcher-prise, c'est de se dire, ok, je mets en place les causes pour pouvoir régler ce qui est en train de m'arriver. Ça tient à moi à 10% en fait. Et les 90% qui restent, si je peux dire ça comme ça, c'est et qui n'est pas dépendante de moi. Comme je vous disais par exemple, mon mari, il appelait un de ses amis, il aurait très bien pu ne pas être disponible, etc. pour pouvoir venir me dépanner. En fait, on met en place quand même des choses, que ça fonctionne ou pas. Après, on lâche prise, c'est-à-dire on est confiante sur le fait qu'il y a quelque chose qui va se produire dès lors que on met en place des actions. Donc là, c'est plutôt le type de lâcher prise duquel je vous parle en fait. Et du coup, quand on est plutôt dans le fait de vouloir tout contrôler, là, il y a une espèce de rigidité en fait qui s'installe où on n'est pas en capacité de se dire « Ok, moi, je fais ma part ». Mais tout ne dépend pas de moi en fait. Je ne peux pas contrôler que telle personne sorte du travail à telle heure ou pas, qu'elle soit disponible ou en capacité de venir m'aider ou non. Vraiment, vous voyez, l'idée c'est de pouvoir faire la part des choses en fait entre sa part, vous demandez de l'aide, c'est votre part. Est-ce que les gens sont disponibles pour vous apporter de l'aide? Ça ne dépend pas de nous. Et des fois, on se frustre parce que comment dirais-je, la bonne issue, si je puis dire, les solutions, elles viennent pas comme on les avait imaginées. Et du coup, ça participe pas d'être sereine et ça ne participe pas du fait d'arrêter de culpabiliser parce qu'il y a une espèce de recherche de coupable. En fait, le focus se fait sur la recherche de coupable, de responsable, ou voilà, au sens entre guillemets pénal, j'ai envie de vous dire, mais pas dans le sens de la responsabilité où, ok, la situation elle est là, on accepte. Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation désagréable, d'accord ? Donc c'est vraiment le message que je voulais vous adresser aujourd'hui.
Comment arrêter de culpabiliser? Donc le but, c'est pas tant de vouloir chercher à arrêter de culpabiliser, mais d'élaborer cette culpabilité en se posant un ensemble de questions, en faisant un travail de fond sur son état d'esprit, sa gestion émotionnelle, etc., de sorte qu'on puisse élaborer cette culpabilité-là, prendre du recul le plus fluidement possible. Ok? Alors j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note, une review, un commentaire. J'ai toujours avec beaucoup d'attention et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Vous pouvez aussi m'écrire sur Insta #Emily-Antoine ou sur le Insta de ma psy en ligne chez moi.fr, donc qui est @ma psy en ligne chez moi. Pense à t'abonner depuis la plateforme de laquelle tu écoutes ce podcast, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et tutti quanti. Merci de votre écoute et de votre attention. Je vous rappelle que jusqu'au 20 février, vous pouvez profiter du pack Se traiter en première classe, donc où ce pack comporte 4 rendez-vous avec une psychologue de l'équipe, ma psy en ligne chez moi, ainsi que la formation des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi. Le pack est à prix promotionnel à 279 € au lieu de 383 €. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos, en légende, etc. Sachant que 4 rendez-vous en principe, ça coûte 236 € et que la formation en elle-même coûte 147 €. Donc là, vous pouvez avoir le tout pour 278 € au lieu de 383 €. Je vous mets le lien d'accès direct dans légende. Et si vous souhaitez en fait régler en plusieurs fois, vous pouvez contacter notre assistante Julie sur WhatsApp par message au 07 81 11 64 11 et elle vous réglera ça de la manière la plus fluide possible. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. C'était Émilie Antoine de mapsyenlignechaismoi.fr. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye!